et un sur deux, toujours sur le même sujet. Vous avez la parole. Monsieur le bâtonnier, Monsieur le bâtonnier, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames, Messieurs les secrétaires et anciens secrétaires de la conférence, mes chers confrères, dites-lui, vous, que tweeter n'est pas vous. Dites-lui, vous, à ce juré qui flamme durant tout le procès. Dites-lui, vous, à ce juré, dont il semble que tout l'afflige et l'ennuie et conspire à lui nuire. À ce juré qui rêvait d'être récusé, et qui avait pour cela sorti ses plus beaux apparats, censés lui donner l'image d'un rustre, d'un sévère, d'un coupeur de tête. Dites-lui, vous, que tweeter n'est pas joué, alors qu'il est pourtant persuadé que le seul être privé de sa liberté ici, c'est lui, et non pas cet accusé peu digne d'intérêt. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est sa petite personne, ou plus exactement, son grand compte Twitter. Cela fait 2 jours déjà qu'il est enfermé dans cette salle. C'est long, très long pour lui qui surfe habituellement sur la liberté du réseau 3G. Or, depuis qu'il a prêté serment, il n'a plus le droit de communiquer, de s'exprimer, de tweeter. Il se demande même s'il a encore la possibilité de penser. Et depuis 2 jours, il n'en peut plus. Il est en manque de tweets. Plusieurs questions le taraudent. Combien de fautes de syntaxe Nadine Morano a-t-elle accumulées depuis 48 heures? Audrey Bouvard a-t-elle vraiment cessé de tweeter? Et enfin, et surtout, Will et Kate ont-ils annoncé la couleur de la chambre de leur futur bébé? Tant de questions existentielles qui restent sans réponse. Car pour lui, depuis lundi, c'est fini de jouer, fini de tweeter. Désormais, il ne peut plus qu'écouter. Mais il n'en a pas envie, et son esprit s'égare souvent. Il se retient pourtant de prendre exemple sur les professionnels qui l'entourent. Il se refuse à somnoler. Il se permet de rêver d'ailleurs, de chez lui par exemple. Ah, qu'est-ce qu'il serait bien dans son hum, tweet hum. Mais le président de la Cour l'arrache une première fois à ses pensées et le rappelle à la réalité. Il vient de donner la parole à un jeune avocat qui s'apprête à plaider pour la première fois aux assises. Celui-ci, dans une démarche hésitante, s'avance au pupitre et bredouille difficilement une plaidoirie aussi efficace qu'un barbiturique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, Monsieur l'avocat général, Madame la greffière, Monsieur l'huissier audiencier, Madame, Messieurs les membres du public, c'était un bisou. Louis, alors jeune enfant, insouciant, jouait avec ses sœurs, Marie et Antoinette. Quand un homme arriva, sans culotte et plein de bonnes intentions, malveillant, c'est alors que tout bascula. Y compris notre juré, définitivement perdu dans les abîmes d'un ennui profond. Il est désabusé. Il se demande quelle peut être l'utilité de raconter toute l'histoire de la vie de cet accusé. Il ferait mieux de nous conter l'histoire de la Révolution française, se dit-il après coup. Le nom des protagonistes s'y placerait parfaitement bien, et cela serait d'un tout autre intérêt. Il se perd alors dans de nouveaux songes, et se met à rêver d'un espace-temps à géométrie variable, dans lequel l'Internet aurait précédé la Révolution française. Et cet anachronisme, vous le verrez, aurait pu changer la face de notre bonne vieille Gaule. C'est ainsi qu'il imagina ce qu'il se serait produit si lors du traité d'amitié, conclu avec Benjamin Franklin, en l'an de grâce 1778, Louis XVI avait importé dans le plus grand secret le tweet en France.
Le roi aurait ainsi pu réagir aux prémices du mécontentement. Il se serait rendu à la Bastille ce fameux 14 juillet et aurait tenu ses propos. « Je vous ai compris !» Il aurait paraphrasé la conversation qu'il aurait eue quelques minutes auparavant avec le duc de la Rochefoucauld et aurait poursuivi par « Vous voulez une révolte? Je vous offre une révolution! Une révolution technologique !» Et c'est ainsi, sous le regard interloqué de la plèbe, que Louis XVI aurait lancé Twitter. Le tweet aurait alors été injecté et diffusé en masse dans toute la population. Le peuple aurait perçu cet outil de communication comme un jeu, où chacun pouvait alors se manifester, tweeter et partager ce qu'il pensait. Le clergé aurait immédiatement condamné cet outil maléfique. En revanche, le tiers-état se serait délecté de Twitter en lettres de noblesse. Quant aux bourgeois, ils en auraient profité pour se rapprocher du roi. Ainsi, le peuple aurait pu toucher du doigt son indépendance intellectuelle. Let's tweet again et liberté, je tweeterai ton nom seraient devenues les nouvelles devises. Louis XVI, faisant sienne la maxime romaine du pain et des jeux, elle serait devenue sous son joug du pain et du tweet. La populace veut s'exprimer alors qu'elle tweet et qu'elle retweet. L'euphorie aurait régné sur le royaume, ce qui aurait permis au souverain d'être perçu comme quelqu'un qui est proche de ses fidèles. En somme, comme un roi normal. Il faut dire que ces messages auraient été plus aisés à apprécier sur la toile du net plutôt que sur celle des tableaux. De la sorte, Versailles aurait été à portée de tweet pour tous les Français. En effet, petit à petit, Louis XVI aurait gagné la sympathie des trois ordres et assouvi son autorité par de célèbres tweets, dans lesquels il aurait exposé ses mots de coupe. Marie-Antoinette serait vite devenue, sur le réseau social, une tête de turc mal coiffée. Le roi y aurait notamment tweeté que le mariage, c'est résoudre à deux les problèmes que l'on n'aurait pas eu tout seul. L'homme de la rue aurait alors surenchéri en répondant que dans le célibat, on s'ennuie, dans le mariage, on a des ennuis. Le monarque aurait alors également partagé, après un nouvel achat de l'archiduchesse d'Autriche, qu'un homme qui a réussi est celui qui peut gagner plus que ce que sa femme peut dépenser. Ce à quoi Talleyrand n'aurait pas manqué de répondre qu'un homme d'esprit devrait toujours épouser une femme sotte, car les bêtises d'une sotte ne compromettent qu'elle, quand celles d'une femme intelligente compromettent son mari. La communication aurait rimé avec communion. Tout aurait semblé être si facile, si paisible. D'autant plus que les fidèles du roi auraient candidement pensé que l'utopie vers laquelle ils se dirigeaient était faite pour durer. Que tout continuerait à aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Ainsi, Louis XVI aurait cédé à l'Assemblée constituante qui aurait mis en place une monarchie par le Twitter. La Déclaration des droits de l'homme et du privé aurait alors été rédigée et diffusée sur le réseau. Elle aurait comporté 2 articles. Le premier aurait prévu qu'en matière de tweet, tous les hommes naissent égaux. Quant au second, il aurait disposé que la libre communication des pensées, des opinions et des tweets est un droit précieux. Tout homme peut donc tweeter librement. Mais cela n'aurait guère plu à la reine. Agacée par les colibés dont elle aurait fait l'objet, elle aurait rappelé et tweeté que tous les hommes sont égaux, certes, mais certains plus que d'autres. Il aurait été clair que pour Marie-Antoinette, le roi n'avait plus la tête sur les épaules. Elle l'aurait trouvé bien trop permissif avec ses sujets, alors qu'elle, perfide, aurait vu en Twitter non pas un jeu, mais un outil pour mieux régner. Et comme chacun le sait, derrière chaque petit terrain se cache une grande femme. La reine aurait compris que pour mieux contrôler l'expression, il aurait été nécessaire de maîtriser la communication. Cette dernière aurait donc décidé de mettre au pli Louis, en lui imposant la création d'un comité de censure. Et c'est ainsi que celle qui était déjà connue sous le doux sobriquet de Madame Déficit serait désormais appelée Madame Veto. La suite, elle aurait pu inspirer le roman 1984 d'Orwell, qui serait finalement devenu une œuvre historique. Les réformes auraient alors commencé à affluer. La première,
aurait été de limiter le tweet à 140 caractères. Le bon peuple aurait pu continuer à s'exprimer, certes, mais moins de mots, c'était un moins normal. Et pour faciliter l'expression sous cette contrainte, la langue française se serait mise à évoluer. À l'instar de Big Brother, qui a mis en place le novlangue, Louis XVI, lui, aurait mis en place la niaise langue. En bref, cela consisterait en un vocabulaire qui aurait fait l'objet d'un appauvrissement planifié, dont le but aurait été d'abêtir le peuple pour mieux le contrôler. Terrible conséquence, Diderot, Voltaire, d'Alembert et consorts n'auraient jamais pu constituer leur encyclopédie. C'est au contraire un nouveau dictionnaire qui aurait été édité et dans lequel seraient apparus les premiers LOL, MDR, XPTDR, RPVA, censés singer un discours et exprimer des émotions. Et à défaut de placer des têtes sur le bio, l'exécuteur se serait régalé, détecté, détruit, hébété sur l'échafaud de la syntaxe et la grammaire. L'ironie aurait ensuite voulu que le bourreau Samson mette fin à l'expression orale, dès sa nomination à la tête du comité de censure. Il aurait imposé le tweet comme seul moyen de communication légale. Tweeter ne serait plus joué. Tweeter serait obligé. Les avocats auraient ainsi vu leur verbe limité, leurs paroles étouffées. Leurs entreprises de défense auraient été réduites à de simples gazouilles. Imaginez une plaidoirie de 140 lettres face à une seule lettre de cachet. Cela n'aurait pu mener qu'au cachot. Et aussi simplement que cela, le petit oiseau bleu aurait mis au pas les phénix des hôtes de ses bois. Sans limite, le roi serait devenu omniprésent et omnitweetant. Toutes les pensées auraient été minutieusement surveillées, et d'immenses affiches auraient trôné dans les rues, dans les sites internet et sur les forums, indiquant à tous que Louis XVI vous regarde. Ainsi, la fibre révolutionnaire n'aurait jamais pu survivre à la fibre optique d'un Louis XVI, aussi royal que déloyal. Et c'est finalement une autre forme de terreur qui aurait succédé à une autre forme de révolution. Le visage de la France d'aujourd'hui en serait nécessairement bouleversé, la communication serait réglementée et contrôlée, la philosophie des Lumières serait restée dans la pénombre, la France n'aurait jamais eu de constitution, et il n'y aurait plus de liberté de pensée, ni de liberté d'expression. La voix lourde du président fit sursauter notre juré impopulaire. Il vient de lui être donné lecture du texte expliquant au juré ce que la loi attend d'eux avant qu'il ne se retire pour délibérer. Tout se mélangeait dans sa tête, son rêve, cette réalité. Pris de peur, il suffoque d'effroi. Car c'est à cet instant qu'il comprend que le rôle qui lui est demandé de tenir symbolise sa liberté. Et que la liberté qu'il pensait exercer sur les réseaux sociaux n'était qu'un simple leurre. Que le spectacle virtuel qu'on lui sert, et dont il se fait également l'acteur, ne doit pas le détourner de la réalité. Il se dit que vous aviez raison, finalement, mes chers confrères. Tweeter n'est pas jouer. Sauf peut-être avec la vie, avec sa liberté, avec notre liberté. La vraie liberté, celle qui se défend lors de procès, celle qui nécessite une révolution, celle qui nous permet de communiquer, de penser et de nous exprimer librement, celle qui nous permettra toujours de trouver dans la sincérité de notre conscience et dans notre raison la réponse à cette question. Avez-vous une intime conviction ?